Nous sommes ravis donc de vous accueillir à cette table ronde organisée par les Amis du Masque dans le cadre de l'exposition Peinture obsolescence déprogrammée, qui est, rappelons-le quand même, une première en France, une première exposition qui questionne le rapport entre le numérique et la peinture. Nous sommes ravis donc d'accueillir Camille de Brabant, qui est docteure en histoire de l'art, théoricienne, historienne, enseignante au TALM d'Angers et aux Beaux-Arts de Nancy. Donc elle va animer cette table ronde avec Amélie Bertrand, excuse-moi Amélie Bertrand et Régine Cole, que certains d'entre vous connaissent, puisque nous avons eu le privilège de rencontrer leur travail le week-end dernier dans leur atelier et leur galerie, avec Jean-Benoît Lallemand, que Camille vous présentera, je lui laisse le soin de présenter, et Philippe Cognier, évidemment, bien connu des Sablaises et Sablés, puisqu'il fait partie des collections du Masque, puisqu'il a aussi une très belle pièce dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon moment. Nous tenons donc à remercier chaleureusement les quelques artistes qui sont présents dans l'Assemblée, donc qui participent à cette exposition. Excusez-moi, là je prends mon petit papier. Donc merci beaucoup à Flavio De Marco, Édouard Boyer, Emmanuel Morales, Rémi Isberg et bien sûr Philippe Purtot, précieux contributeur de cette exposition. Un grand merci également aux étudiantes et étudiants du TALM présents aujourd'hui. Ça fait du bien aussi de voir de la jeunesse. Lydia Foran, Iwen Sou, Olivier Limousin et Samuel Lallier. Il y aura bien sûr, à l'issue de cette table ronde, un échange avec le public. Nous vous souhaitons un très agréable moment. Et je passe la parole à Camille. Merci beaucoup Caroline. Merci à tous et toutes d'être là. Merci pour cette proposition d'invitation, de réunion et d'échange avec quelques-uns des artistes de l'exposition, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette discussion. J'ai bien conscience de la frustration que ça constitue d'être là et de n'avoir peut-être pas encore vu l'exposition, mais voilà, vous allez devoir patienter encore un tout petit peu. En attendant, je vais donc resituer très brièvement le propos de l'exposition pour essayer de vous expliquer pour quelles raisons ils sont réunis ici parmi les 35 artistes qui sont rassemblés dans l'exposition. Le titre de l'exposition, c'est donc Peinture obsolescence déprogrammée. Et son enjeu, c'est de faire un état des lieux des pratiques picturales contemporaines dans notre environnement numérique. C'est la première exposition d'un cycle qui se développera dans d'autres musées dans les années qui viennent. C'est donc une première avec toute la diversité d'approches que ça propose. L'objectif, c'est de désamorcer l'idée reçue selon laquelle la peinture serait une vieille chose, plus du tout pertinente, contemporaine, et qu'elle serait précipitée dans son obsolescence par les nouvelles technologies. On a dit la même chose de la photographie, de la vidéo. Régulièrement, on taxe la peinture d'obsolescence. Là, l'enjeu, c'était de montrer au contraire que les nouvelles technologies contribuaient à la réactualiser, à la revivifier, à la régénérer, dans des rapports de force parfois, dans des enjeux critiques, que c'était pas toujours une fascination ou une admiration, mais qu'il y avait vraiment un jeu d'émulation entre ces supports. Et c'est pas seulement évidemment sous un angle technique, mais c'est aussi la question du sujet, la question des questions politiques, des questions de tous ordres. Donc c'était le propos de l'exposition que d'essayer d'offrir un panorama très très élargi de différentes positions rassemblées sur cette question. Donc la discussion, parce que c'est vraiment conçu comme une discussion en échange assez informel avec les 4 artistes qui se prêtent à ce petit jeu, c'est la question qui se pose en fait, que je leur pose et à laquelle j'espère ils voudront bien répondre, notamment grâce à la pièce qui est présentée dans l'exposition.
c'est comment la peinture, comment le numérique renouvelle ou fait bouger les lignes de la peinture ou interagit avec le travail pictural. Voilà. S'ils sont rassemblés là, donc je les représente et avec les pièces qui sont accrochées pour eux dans l'exposition. Amélie Bertrand, c'est donc Daisy Temple, une grande peinture qui est accrochée dans la deuxième section. J'ai oublié de vous parler des 3 sections. Section qui s'appelle Identité pour commencer, une section qui s'appelle Fenêtres et paysages et une dernière section sur la question de la délégation de la peinture à la machine. Cette dernière section s'appelle Séduction et failles de l'image calculée. Donc le travail d'Amélie est intégré dans la deuxième section. C'est une très grande peinture qui s'appelle Daisy Temple et elle vous expliquera peut-être plus en détail son processus, mais je dirais que pour faire très bref, le rapport d'Amélie, on voit que non seulement il y a une émulation ou une esthétique qu'on pourrait qualifier de numérique face à sa peinture, mais aussi c'est tout le processus d'élaboration, je crois, d'Amélie qui est régi par ce rapport au numérique, par des outils spécifiquement numériques. Je brosse comme ça très rapidement l'angle dans lequel chacun intervient, l'œuvre qui est représentée, puis après chacun pourra contredire aussi la façon dont je présente. Le travail de Philippe Cognier, c'est donc une peinture qui elle aussi figure dans la section paysage, Petit Chicago si je ne m'abuse. Et là, je dirais que le rapport qui nous paraît évident face au numérique pour la peinture, c'est qu'il y a un usage des images satellitaires, en tout cas des outils, par exemple Google Earth ou Google Maps, qu'on utilise toutes, et qui augmentent notre vision, qui fait que finalement notre œil humain, et j'imagine l'œil du peintre, trouve aussi un support augmenté, en tout cas une vision élargie. C'est un des aspects, évidemment chacun reviendra après plus en détail. Régine Cole est représentée par pas tout à fait un diptyque, mais à la fois par une vidéo, un film d'animation et une peinture qu'elle a réalisée d'après une capture d'écran de cette vidéo. La vidéo s'appelle Dog ou DOG et la peinture Tiptoes. Et là, le lien, il est très direct. On a les deux médiums qui sont côte à côte et qui se répondent en fait directement. Et puis Jean-Benoît Lallemand, il occupe une place un tout petit peu différente. Il est lui aussi dans la section paysage, mais il a la spécificité de présenter un tableau avec un support de toile de lin, mais sans peinture. Donc il fait apparaître une image avec une technique différemment. Et le lien de Jean-Benoît au numérique, c'est lié aux data, comme il va vous l'expliquer, à l'usage des data et à l'usage des ressources numériques. Et je dirais que ce que je conçois comme une forme de paysage ne peut apparaître que justement avec ces ressources numériques. Alors, c'est résumé très rapidement. Je confie à chacun le soin d'aller peut-être plus en détail, mais aussi peut-être comme ça de comprendre que la relation du pictural au numérique peut s'effectuer sous des angles très variés, très différents et se répondre. Et puis après, évidemment, je vous engage aussi à parler entre vous et à m'oublier en tant que médiateur. Et puis chacun est invité évidemment à poser des questions puisqu'ils ont la bienveillance et la gentillesse de se rendre aussi accessible à tous. Est-ce qu'on fait dans l'ordre? Est-ce que l'un d'entre vous a envie? Non, Amélie me supplie que ce ne soit pas dans l'ordre. Alors, est-ce que quelqu'un veut sauver Amélie dans l'ordre? Ah, dans l'ordre inverse. Alors, est-ce que Jean-Benoît? Ouais, Jean-Benoît est d'accord. Merci. Merci. Super à l'aise. Bonsoir. Du coup, je peux vous décrire donc, visuellement. Donc, on verrait donc ces 3 petits tableaux. Donc, c'est des petites toiles de lin qui font 20 par 30. Qui sont disposés donc, dans un cadre. Le cadre à son sombre, donc c'est un cadre en bois teint, voilà, c'est sombre. Et donc sous verre. Et donc sous la petite toile, il y a une petite tablette. Et donc la toile donc de 20 par 30, donc c'est une petite toile de lin tendue sur châssis. Donc cette toile est un peu poncée, vraiment abîmée, pas mal moins sur des surfaces bien précises. Et l'ensemble de la matière qui a été poncée est disposée sur une tablette, qui est de la même couleur que le fond, donc assez sombre. Et donc c'est disposé donc, sur cette petite tablette, donc il y a toute la matière qui a été prélevée du coup de la toile, qui est disposée sur une tablette en dessous de la toile. Donc la série s'appelle Materialism, Strategic Use of the Internet Infrastructure.
Donc chaque tableau en fait, visuellement donc, correspond en fait à un graphique avec donc une quantité de données précises en ordonnée et en abscisse et en ordonnée, donc c'est qui correspond à du temps. Donc à chaque fois donc c'est un graphique. Donc là à chaque fois ça correspond à des coupures d'internet donc c'est des coupures d'internet qui ont été faites de manière volontaire par les hommes pour un usage politique. Parce qu'il y a énormément de coupures d'internet, de câbles sous-marins, mais dû à des accidents techniques. Mais là, c'est vraiment des coupures à usage politique. Donc là, il y a 3 tableaux, donc chacun s'intéresse à une situation bien précise. Il y en a un, c'est une situation au Bangladesh où ils coupent l'Internet pour un procès politique. Il y en a une autre coupure qui était assez connue, c'était la coupure au moment où l'Ukraine a coupé la Crimée, a coupé le câble qui reliait l'Ukraine à la Crimée, qui reliait Internet à la Crimée via l'Ukraine. Et le troisième, donc la série de tableaux comprend 8 tableaux, ici il n'y en a que 3. Le troisième, il est inverse à l'ensemble des tableaux, puisque là c'est pas une coupure, mais c'est le développement du réseau Internet suite à la fin du régime de Muammar Kadhafi en Libye. Donc là c'est l'inverse, donc ça croît, quoi. Donc vous verrez plus en détail la chose. Après donc là le travail, pour moi ce qu'il s'agit donc là dans ce travail-là, c'est vraiment montrer l'aspect vraiment purement matériel de l'information et des données. Et du coup comment dans certaines situations les données, si on y a accès ou si on n'a pas accès, ça va complètement orienter le chemin d'histoire du pays ou de la zone géographique. Et donc voilà, donc c'est dans cet aspect-là. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de vraiment montrer comment l'information on peut la comparer complètement à de l'eau ou des ressources, soit des ressources alimentaires ou du pétrole, qui sont aussi des enjeux stratégiques sur certaines dans des zones de conflit. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Ouais, là tu as décrit ta pièce. Toi, ouais. De toute façon, tu as un travail pas de peinture, mais de tableau qui préexiste au numérique, pas ouais. Vraiment. C'est toujours lié. Comment ? C'est toujours lié dans ton travail, le numérique et le tableau. Tu n'as pas un travail qui isolerait l'un ou l'autre, c'est toujours connecté l'un à l'autre. Dans mon travail, il y a des aspects où du coup vraiment j'utilise la peinture. Et donc c'est vrai que la peinture permet d'apporter un regard via un prisme vraiment extrêmement différent que moi. Ça ne m'intéresse pas de traiter du numérique avec les outils du numérique, mais ça m'intéresse vraiment de le traiter avec la peinture. Je suis venu à ça en m'intéressant à l'écran, sur la notion de qu'est-ce que c'est un écran. Et c'est à partir de là où je me suis rendu compte que la peinture est vraiment à l'origine en fait, des écrans. Moi, c'était les premières manières de fixer de l'image. Et ensuite est apparu les écrans. Et donc après, j'ai développé un travail plus d'analyse de système et de reprise de données. Là, ce qui m'intéresse, c'est pas techniquement il s'agit de représentation, mais techniquement, ce qui m'intéresse, c'est de reporter de la donnée. Donc là, les graphiques sont vraiment pris. Les graphiques sont pris, c'est un chercheur américain qui s'appelle Doug Madory, qui est un programmateur, et du coup, ils ont développé des programmes qui permettent d'analyser en temps réel du coup, les flux d'Internet. Donc, ils détectent les coupures instantanément dans n'importe quelle zone géographique. C'est relié à un gros groupe qui s'appelle Oracle, qui est basé, c'est une grosse boîte basée en Californie. Donc, le point commun, je trouve, entre ce travail-là, c'est que tu rends, même si tu dis que la représentation est accessoire ou secondaire, tu rends quand même visible un phénomène invisible. Il y a quelque chose, le visible et l'invisible, c'est aussi, je pas ce qui relie directement avec le travail de Philippe Cogniet, mais en tout cas, c'est de montrer quelque chose avec les outils du numérique, d'avoir accès à une visibilité qui nous échappe, en tout cas qui échappe sans ces outils-là. C'est au moins le point commun que j'y vois entre les deux. Je ne sais pas du coup si vous voulez. Moi, je peux parler. Après, ce sera à vous. Ouais, puis après, on pourra refaire ou répondre aux questions de la salle. Oui, moi, j'appartiens à une génération un peu plus ancienne. Donc, moi, c'est important de le dire, parce que je suis arrivé, quand j'étais étudiant, par les appareils photo, il n'y avait rien d'autre. On prenait des photos et c'était la base, à un moment donné, c'était la base de mon travail. Mais avec l'évolution du temps, entre les années 1980 et aujourd'hui, on a vu les caméras arriver, on a vu les
les ordinateurs arriver, on a vu les téléphones portables arriver, et on a vu beaucoup de choses évoluer dans la captation des images, et la captation évidemment du monde qui est sous nos yeux. Et mon travail a suivi un petit peu ces outils-là. Donc au départ, je me suis servi de l'appareil photo, ensuite d'une caméra, parce que j'avais besoin du mouvement, de l'idée du mouvement, de la vitesse. Évidemment, quand on était dans un avion, on avait du mal à... Enfin, on peut voir le paysage par le hublot, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, petit à petit, j'aimais les voyages. Je partais souvent... Je n'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai fait pas mal de pays, pour aller chercher des images, notamment des mégalopoles. Et puis un jour est arrivé l'ordinateur, Google Earth, et puis je me suis aperçu que c'était très facile de capter ces images-là, et en regardant, en survolant certaines villes américaines, plus américaines qu'européennes, parce que les villes européennes ont une histoire, enfin toutes les villes. Les États-Unis ont construit souvent des villes avec des tours ou des immeubles à toit plat, et ça créait, on va dire, une sorte de graphisme étrange, une cartographie très particulière et très contemporaine. Et c'est là où, en fouillant, effectivement, je me suis aperçu que parfois ces immeubles construits étaient comme des... presque, comme des écritures, comme ça, il y avait comme des messages un petit peu invisibles, comme ça, qui apparaissaient peut-être aux dieux qui regardaient ces villes en bas. Notamment à Chicago, là où on voit une série d'immeubles où c'est écrit HIU. Enfin non, HIU c'était à New York. C'est tu ou TU ou US à l'envers ou ainsi de suite, ou EU. Si on l'a fait dans le bon sens, c'est tu, mais c'est le moment de... Voilà. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire de ce tableau. Et c'est vrai que moi, comme je m'intéressais à une sorte d'image banale, entre parenthèses, même si ces images-là ne sont pas faciles à capter ou impossibles, il y a une sorte de banalité comme ça de cette construction. Il n'y a pas la volonté de transformer un sujet en une chose extraordinaire, il y a juste la volonté de représenter le sujet tel qu'il est. Et la peinture et la technique de la peinture qui est très particulière, où je peins et après je repasse la surface avec un fer à repasser en réchauffant. Et ce geste de réchauffer efface aussi le geste du peintre, celui de l'écriture, et donne une sorte de geste un petit peu, on va dire, entre parenthèses, contemporain, un petit peu comme on met la viande sous barquette, sous vide, comme ça, pour ne pas la toucher, pour pas que... Il y a quelque chose comme ça qui s'éloigne, une sorte d'écran qui se pose entre moi et la peinture elle-même. Et cet écran-là correspond aussi au monde dans lequel on vit, y compris aujourd'hui, quand on est obligé de mettre un masque pour ne pas attraper les microbes des autres, quelque chose de cet ordre-là. Et cette peinture-là est, je dirais, témoin d'un monde qui, effectivement, n'est plus le même que celui dans lequel j'ai vécu au siècle précédent. Alors, vous vous êtes attiré du fait de l'historicité des techniques qui ont accompagné l'élaboration de la peinture. Vous vous attirez une question que je n'avais pas imaginée tout de suite. Est-ce que vous pouvez, par rapport à l'usage que vous avez fait de la relation entre photographie et peinture, et vidéo et peinture, est-ce que vous voyez des spécificités ou des particularités? Vous continuez à faire jouer la peinture avec photographie, vidéo plus numérique, ou est-ce que maintenant c'est surtout une relation entre numérique et peinture, et est-ce que vous y voyez une différence par rapport aux techniques précédentes? J'aimerais bien répondre simplement à ça, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Je dirais, c'est plus l'image numérique, mais qu'elle soit issue des appareils photo, des téléphones portables, parce qu'aujourd'hui, on laisse tomber les caméras, presque, on n'utilise plus qu'un téléphone portable. C'est pratique, ça permet d'attraper tout un tas d'images, celles qu'on croise sans les voir d'ailleurs, parfois un monde qu'on ne voit plus parce qu'on est sans cesse devant ce monde. Et après, avec un temps de digestion, on ressort les images et on se dit ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Il y a une part d'intuition aussi, bien sûr. L'intuition est un élément maître dans le travail parce que s'il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'œuvre, enfin, en ce qui me concerne, bien sûr, d'œuvre réussie. Il y a quelque chose à un moment donné qu'on rencontre parce que l'appareil de photo l'a rencontré de façon... Est-ce un hasard? Est-ce une volonté? Est-ce une façon à notre cerveau de fonctionner à travers ces outils-là pour capter ce qui nous intéresse? Au fond, cette question-là, je ne pourrais pas y répondre précisément. Mais il y a aussi une volonté, peut-être aujourd'hui, non pas
de travailler avec ces outils, mais de m'en détacher, c'est-à-dire de travailler à nouveau face aux choses, face au monde. Donc ce que j'ai montré là n'est pas plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que je veux dire, dans cette apparition de tous ces appareils, on a envie aussi de redevenir une personne sauvage comme ça, quelqu'un qui justement, par rapport à ces outils-là, s'en échappe et retrouve une certaine liberté. Alors oui, merci d'avoir précisé que c'était une étape du travail. Ça me permet par contraste, ça tombe sur toi, hein, parce que ce qu'on a, voilà, il faut, ce qu'on montre de Daisy Temple, il me semble que en termes d'esthétique, alors ça permet justement de creuser cette question, parce que dans ton travail, quand on regarde rapidement, trop rapidement, on a effectivement l'impression d'une immense unité, cohérence, mais en fait quand on regarde dans le détail, on voit que tu joues avec un répertoire de formes et qu'il y a des formes qui font partie de séries. Peut-être tu peux justement situer Daisy Temple par rapport aux formes que tu fais jouer, parce que quand on regarde les peintures très contemporaines que tu produis aujourd'hui, on a le sentiment qu'en termes de technique et de sujet, on est assez proche. Mais est-ce que tu avais déjà les mêmes outils pour concevoir tes formes, pour les découper, etc. au moment de Daisy Temple? Ça, je ne sais pas, mais tu vas pouvoir l'expliquer. Si, ouais. Merci. En fait, donc, Daisy Temple, ça se construit avec des images trouvées tout sur Internet. C'est une sorte de base de données que j'ai dans mon ordi de motifs. Donc il y a des motifs de plantes plastiques, c'est que du plastique. C'est toujours les mêmes qui se répètent. Il y a un motif, un bas-relief un bas-relief d'une... Désolé, je galère. Un bas-relief d'une fontaine soviétique. Voilà, j'ai pris ça dans un bouquin d'architecture. Voilà, je regarde plutôt des bouquins d'architecture brutalistes, un peu autoritaires. Ça me permet de m'accaparer plus facilement, je ne sais pas pourquoi, les images. Et en fait, voilà, ça se construit avec plein d'éléments comme ça pour ensuite avoir un paysage, pour moi, comment dire, totalement c'est peint. Je ne vois pas lié à la nature ou à des choses comme ça. Et oui, artificiel, oui, merci. Et en fait, l'ordinateur me permet d'extraire, de pousser toutes ces images et de tout redessiner jusqu'à avoir, à enlever toute unité de temps, de lieu et en fait, du coup, je travaille avec l'ordinateur depuis longtemps, depuis que j'ai, je crois, 13-14 ans. Voilà, j'ai appris avec mon père de manière un peu... lui, il était maquettiste avec des bouts de papier et il m'a appris ça de manière autodidacte. Enfin, il a appris ça comme ça en tant que graphiste pour faire des livres. Et pour moi, c'était une solution simple à des problèmes de peinture. Du coup, j'ai tout de suite trouvé ça plus simple pour moi que de dessiner, exactement, que d'avoir une pratique papier que je trouvais très exigeante. Je trouvais qu'avoir un trait de crayon parfait, le fusain, tout ça, c'était, ça me faisait froid dans le dos d'y aller. Du coup, l'ordinateur m'a permis... c'est vraiment un processus qui m'a permis de réfléchir la peinture, pour moi, de manière plus simple, parce que ça m'ouvrait beaucoup de possibilités. Et ces images, j'ai plein de... L'atelier se trouve vraiment dans l'ordinateur, j'ai plein de motifs... comme ça récurrent que j'utilise de toile en toile et à chaque fois je les épuise et j'utilise plusieurs logiciels qui me permettent de redessiner toutes les formes jusqu'à aller à une sorte de point d'indétermination où je peux basculer l'image et pour moi m'approprier le paysage que j'ai envie de... Ouais. Il y a une autre chose que tu soulignais, c'est que tu dis que en fait, les outils que tu utilises pourraient faire une image absolument parfaite, mais tu l'as fait dérailler. Tu l'as fait rater parfois dans la perspective, ou l'image, ce que tu appelles l'image juste, c'est pas ce que tu recherches. Non, mais je fais pas exprès, c'est ça le truc. J'ai l'impression, en fait, Photoshop, c'est pour ça que j'utilise pas trop de logiciels 3D et on a l'impression que je suis inspiré des jeux vidéo et des choses comme ça. Au début. Ouais, mais alors que pas du tout. C'est juste, j'ai appris à dessiner avec ça parce qu'on peut dessiner, tout rattraper. Il y a une tonne de calque qui est là peut-être pour me rassurer. Et ensuite, j'aplatis tout en une seule image qui va devenir la peinture. Et donc, en fait, c'est juste mon dessin et la perspective que je crée par ces logiciels-là. Du coup, j'ai toujours un Photoshop CS3
J'ai pas passé les étapes pour pas être trop perturbée dans le dessin. Et du coup, ça. Et je sens, voilà, et ça me permet, en fait, ça me challenge dans le dessin et d'avoir des perspectives un peu qui tiennent juste à la limite. Mais bon, tout ça, c'est après, on s'en fout, c'est que la surface de la peinture et comment ça va se passer. Mais mais l'élaboration elle est intéressante, surtout que maintenant tu fais découper tes formes à l'échelle. Ah oui. Dans ton travail, c'est aussi un mode de production, c'est intéressant. Oui, et pour Daisy Temple, du coup, après, j'ai petit à petit, donc l'ordinateur passait plein de temps à dessiner sur Photoshop, Illustrator, ça devenait trop chiant. Et c'était trop long, du coup, mais j'avais un manque comme ça, j'ai l'impression de liberté. Et donc après, j'ai pensé à faire des pochoirs, donc tout était au scotch, à faire des pochoirs que je dessinais pour Daisy Temple. Ils sont tous faits à la main, donc avec un X-Acto, tout est découpé pour avoir le pinceau, pour créer des dégradés et avoir un geste toujours à peu près le même sur chaque surface pour créer cette peinture qui est faite en une seule couche de peinture à l'huile. Donc ce plaquage de tous les calques que j'ai sur ordinateur qui arrive après, donc ça se monte par zone vide et pleine de formes, donc il n'y a quasiment pas de dessin, c'est créé par des pochoirs. Donc il était fait à l'exacto, le problème c'est que si je me plante, c'est raté, j'ai pas la contreforme. Et donc après, voilà, j'ai vu un documentaire de Jeff Koons et je me suis dit, ah ouais chouette, je vais acheter une machine. Mais c'est tout, je me suis arrêtée là. Et donc j'ai une machine qui sort mon dessin, ordinateur, et qui crée tout de suite les pochoirs de manière assez rapide. Et comme ça, au moins, il n'y a plus de dessin sur la toile, tout est créé en forme colorée et c'est fort agréable. Voilà. Partager ta cuisine. Régine aussi, tu nous partages ta cuisine? Oui. Ouais. Bien. Merci. Bonjour, excusez-moi. En fait, Amélie m'a expliqué tout à l'heure dans le train que c'est quand la bretelle s'en va comme ça fait super 90s. Donc je fais pas exprès en fait. Donc mon travail se trouve dans la 3e section. Donc c'est la section la plus compliquée par rapport à son titre. Donc je ne pourrais pas répéter. C'est vrai. Non, alors d'accord, je réexplique puisque cette 3e section, elle met en regard les effets de séduction, de fascination et de mise en échec de la machine. C'est-à-dire la 3e section, c'est la section où notamment les peintres précurseurs, les artistes précurseurs, je pense à Vera Molnar, à Manfred Mohr, à Caruana, vont déléguer une partie de la production à l'ordinateur par des programmes d'algorithmes qui font le dessin, des traceurs qui vont dessiner à leur place. Donc ça, c'est pour les précurseurs. Et après, l'idée, c'est de montrer comment les peintres soit vont déléguer une partie. Là, je pense par exemple à Albert Hollen, tu vois, qui fait faire le dessin à l'ordinateur, ou alors de jouer dans cette section des effets de séduction et de défaillance, d'utiliser la machine. En fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était ce paradoxe de dire il y a à la fois la fascination d'essayer d'obtenir ou de recréer avec le pictural des effets ou des résultats du numérique. Il y a les deux dans cette dernière section. Ou alors d'utiliser la machine à rebours ou à contre-emploi pour aller faire dérailler, pour aller mettre en échec, pour obtenir non pas quelque chose d'encore mieux ou d'encore plus technique, mais au contraire cette chose assez curieuse d'utiliser la machine pour aller à l'envers de ce que ça pourrait produire. Donc c'est vrai que la particularité dans cette salle, par rapport aux deux autres qui exploitent des questions iconographiques, de motifs, je ne sais pas, pour faire simple, de figures, d'identité, de portraits et de paysages, dans cette dernière section, c'est plus l'idée du processus qui est en jeu. Et c'est à ce titre-là que tu y figures, parce que toi, le processus, tu es représenté à travers à la fois un film d'animation et une peinture, et qu'il y a toujours beaucoup d'échanges dans ton travail, à la fois en termes d'effets graphiques, de style, j'ai du mal à employer le mot, mais c'est quand même un peu ce qui me vient, et puis de processus de construction et d'aller-retour. Et ce qui m'amusait en plus dans la proposition que tu faisais, c'est que pour une fois, c'était pas la peinture qui était en premier, mais c'était d'abord la création du film d'animation et à partir de là, la production d'une peinture et d'un arrêt sur écran. Voilà, donc c'est pour ça que tu es dans cette section. Mais oui, une chose. Je voulais pas me plaindre. Ouais.
Ne plaignez pas. Mais tu fais bien de ne pas te plaindre. Non, je plaisante. Non, j'en profite quand même pour dire, hein, puisque vous êtes tous là, que dans ces sections, oui, je te réplique le micro. Oh, ça suffit. Dans ces sections, je tiens beaucoup à ce qu'il y a plein de peintures qui pourraient figurer dans l'une ou l'autre section. Vous pouvez le voir comme une faiblesse. Moi, au contraire, j'en suis très contente. Ce que ça veut dire, c'est que les discours et les catégories et les étiquettes ne suffisent pas à enfermer les œuvres et qu'elles pourraient aussi bien figurer dans la première que dans la deuxième. Tout n'est pas interchangeable, hein, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup d'œuvres qui pourraient prétendre à se situer dans l'une ou l'autre section. Et ça me convient très bien. Donc, Régine, si tu as des plaintes ou des contestations, sache que tu pourrais imaginer être ailleurs, mais tu ne bougeras pas tes pièces de là où elles sont accrochées. Mais voilà, tu es très contente. Et bien maintenant, elle va vous parler de son travail. J'oserais pas dire. Donc alors, c'est la première fois en fait que je montre un film ensemble avec une peinture, en plus qui sont proches comme ça. Parce que d'habitude, c'est bien qu'il y a les deux univers qui existent parallèlement, même parfois quand même dans le temps très différent. Mais c'est la première fois qu'il y a vraiment une espèce d'édiptyque qui est créée comme ça, et je suis assez heureuse de ça, que j'ai eu cette possibilité d'essayer ça. Donc moi j'ai travaillé comme... c'est Amélie qui m'a fait penser à ça avec son CS3, parce que moi j'ai travaillé, j'ai fait des films d'animation avec les logiciels Flash, qui n'existait plus en fait aujourd'hui. C'est un logiciel, quand il est apparu, qui était en fait, c'était assez excitant parce que c'était nouveau, c'était un logiciel qui était facile à manipuler quand même, et puis pour faire des animations, c'était quelque chose d'assez magique. Donc c'est quand j'ai commencé à travailler avec cet outil, c'était plutôt un outil que j'ai traité comme un outil des peintures, des dessins, tout normal. Donc je pensais d'avoir vraiment une relation très particulière avec ce logiciel. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé avec l'utilisation en fait des machines de manière générale. Donc j'utilise aussi aujourd'hui mon logiciel, ça n'existait plus. Donc c'est un logiciel qui, du coup c'est le logiciel qui c'est l'obsolescence du logiciel. C'est l'envers. Donc précisément sur les films, en fait le film, il est fait quelques années avant de la peinture. Le film, il montre en fait un chien, comme il vit dans une maison, tout est fait dans la perspective du chien, et puis il ne se passe pas grand chose. Il y a quelqu'un qui vit dans la maison avec lui, qui s'appelle Jacques, et moi je le connais bien, mais personne d'autre le connaît. On ne voit jamais sa tête, parce que c'est peut-être pour ça que c'est un chien dans le film, parce qu'un chien, il voit peut-être plutôt les pieds des gens. Et donc, c'est une apparition comme ça. Et puis, en même temps, ça fait partie d'une série des films que j'ai fait autour d'un personnage qui s'appelle KY, qu'on voit un peu à la périphérique de ces films, qui court. En fait, vous allez voir, c'est un film qui dure 3 minutes. La musique, elle a été faite par un compositeur, un ami compositeur qui a fait une musique qui fonctionne avec. Et donc, c'est quelques années plus tard que j'avais envie, en fait, parfois, quand il y a des arrêts d'image, je tombe sur une image et j'ai envie de le peindre. Donc, là, je suis tombée sur cette image avec les pieds qui descendent l'escalier, donc Jacques qui descend l'escalier. Et donc, j'ai peint cette image pour en fait revisiter en quelque sorte le travail que j'avais fait dans ce film. Ouais, alors ce à quoi on s'attend, en fait tu fais une peinture, mais tu la mets en mouvement. Enfin, c'est pas la peinture, ton arrêt sur image, évidemment, il y a quand même la trace du mouvement que tu fais apparaître, une espèce de oui, tout comme c'est vraiment excitant, qu'on peut faire avec une image par image, avec les systèmes image par image, un mouvement. Quand le mouvement est dans la peinture, c'est vraiment une image arrêtée dans une peinture, donc c'est pour ça il y a un flou qui est installé, en fait, la forme, elle ne s'arrête pas, et puis en fait elle avance parce qu'il y a un mouvement qui crée en fait le flou.
qui apparaît là. Tu disais que c'est la seule peinture que tu as faite, en tout cas de ce film-là, ou tu as un autre? Non, j'ai même fait d'autres. Non, c'est la première fois que je les accroche, ouais. que je les vois comme ça, côte à côte, presque au même Il n'y en format. a qu'une d'après ce... Tu n'as fait qu'une peinture d'après ce film-là d'animation? Non, il y a une autre peinture que j'ai faite avec les chiens qui mangent dans... Tout va bien. Avec les chiens qui mangent dans sa gamelle. Après, donc d'habitude, tous les films que j'ai faits, ils sont faits plutôt de l'envers. Donc c'est un personnage que j'avais peint qui est devenu en fait un personnage animé. Donc c'est le cas pour KY et pour JT. C'est en fait peut-être ce que je prends comme une relation très personnelle avec les outils. C'est peut-être passer sur les personnages, en fait, sur l'histoire des personnages qui sont vraiment une fiction que j'ai créée. Et c'est donc un monde avec lequel je vis. Même si aujourd'hui, j'ai un peu du mal à continuer le film parce que je n'ai pas encore trouvé la solution avec quel logiciel je pourrais continuer à faire ce film. Ouais, c'est super. Tu as réussi à inverser l'obsolescence. Tu l'as fait porter sur les outils. Ouais. Je risquerais de les mettre très en colère si je leur posais je posais à tous les quatre la question de savoir pourquoi ils lâchent pas la peinture au profit des nouvelles technologies. Donc je le poserai pas parce que je pense que ça va les fâcher. Une fois, je t'avais demandé à toi, Jean-Benoît, pourquoi tu t'acharnais à garder la toile comme support. La toile, parce que je me disais, est-ce que c'est pour t'inscrire dans une histoire de la peinture? La toile de lin, c'est un support auquel tu reviens souvent. Et comme tu as des préoccupations qui sont extrêmement contemporaines, souvent politiques et avec des outils très contemporains, une fois je t'avais demandé si tu ne voyais pas quelque chose comme un anachronisme ou pourquoi tu y tenais. Je ne sais pas si tu veux partager ta réponse. Ou... Ouais, sur cette question-là, c'est vrai que ce qui m'a... En fait, j'ai vraiment utilisé, en tout cas dans l'ensemble de mon parcours, l'idée de peinture comme vraiment un laboratoire en fait, conceptuel qui me permettait de me dégager du coup des aspects... parce que du coup, si on reproduit des images, moi si on reprend des images d'écran ou si on utilise le numérique directement, et le numérique est... ce qu'on va percevoir du numérique va être pollué par plein d'autres aspects techniques, alors que quand on isole du coup des concepts liés au numérique sur de la peinture, ça permet de vraiment mettre en évidence des choses extrêmement précises. C'est pour ça qu'à travers le temps, j'ai enlevé complètement la peinture, parce que c'était pas vraiment... j'ai enlevé complètement l'image et la peinture, parce que du coup, c'était pas nécessaire. Et c'est à partir de là aussi dans cette espèce de question de fidélité par rapport à la donnée, donc dans la nécessité de reporter la donnée. Donc ce qu'on voit en fait sur le tableau, c'est exactement, de manière analogique, ce qui s'est passé dans la réalité. Par exemple, dans la série Trackpad, là où il y a un mécanisme derrière la toile qui vient percuter. Donc Trackpad, c'est des toiles qui... c'est juste une toile de lin tendue sur châssis derrière laquelle il y a un mécanisme. Et le mécanisme vient reporter exactement par rapport des frappes de drone. Donc il y a vraiment la toile qui vient se faire percuter par un petit mécanisme qui est derrière. Donc on voit juste une espèce d'impact qui vient et qui redisparaît. Et donc là, au lieu de prendre une image d'explosion ou peindre une explosion, la toile est littéralement frappée. Donc il y a vraiment cette espèce d'idée d'être au plus près en fait, de la donnée, de reproduire avec la matérialité de la peinture et de la toile. Et il reste une trace de frappe? Justement, la frappe ne reste pas parce que la résilience de la toile fait que la toile retrouve son état initial, ce qui parle encore mieux du coup de la situation des frappes où du coup médiatiquement les gens, à un moment on va parler d'une frappe mais très vite ça va être oublié, une information en chassant une autre, la frappe est oubliée par l'opinion publique, donc voilà. Et donc là c'est vrai qu'avec matérialisme, il faut voir par exemple moi, sur les techniques de travail, c'est vrai que c'est extrêmement long. Parce qu'en fait, il y a le moment où je trouve le sujet, mais après, il y a comment je vais pouvoir représenter via les moyens de la toile, comment je vais pouvoir représenter ce sujet. Donc il y a toujours une espèce de moment où le sujet rencontre la matérialité du support de la toile, ou comment matériellement de la toile je vais pouvoir
parler de ce sujet-là. Et après, il y a aussi l'intérêt des données que j'ai trouvées. Est-ce que les données vont vraiment... c'était pas évident là du coup avec ce sujet. Tu l'as pas dit, mais tu les achètes en fait les données à des sociétés. Bah, sur les, pas toutes, moi sur les frappes de drones, c'était assez difficile à trouver. Bon, j'ai fini de réussir à les trouver via des agences de presse. Pour les réseaux djihadistes, là par contre j'ai acheté les réseaux dans une agence de renseignement privée américaine, du coup qui référence énormément de vidéos de djihadistes et qui en même temps produit du coup les organigrammes. Et donc là j'ai acheté les organigrammes. Et là pareil sur les données de coupure d'internet, là ça a été assez long à trouver, à débusquer parce que c'est des toutes petites niches. Hein, là, je sais pas, ça doit être une dizaine de personnes en Californie. Maintenant, ils ont vraiment développé la chose. Mais à l'époque, ouais, c'était une dizaine de personnes, même pas, qui s'occupaient de ça. C'est de l'activisme de partager les données. Les gens qui les vendent et qui les partagent, c'est pour dénoncer. Comment dire, par exemple, ceux qui sont plus activisme, plutôt journalisme, d'investigation et militant. Donc là, sur les frappes de drones, oui, parce qu'il s'agit vraiment de dénoncer l'usage de ces frappes qui n'anticipait pas du tout le terrorisme et qui contribuait beaucoup plus à le développer. Voilà, la situation le décalage de puissance qu'il peut y avoir entre les deux, et puis les intérêts géostratégiques qui sont, voilà, on les connaît. Sur les réseaux djihadistes, là, non, c'est des grosses banques de données. Alors, elles sont destinées à qui? J'imagine énormément aux chercheurs, parce que c'est une agence de renseignement, mais les données c'est pas qu'elles sont périmées, mais bon, elles sont pas complètement fraîches. Elles ont genre, je pense, quelques mois de décalage. Alors, après, les réseaux, ils sortent quand même assez vite, parce que c'est vrai que j'avais fait le réseau des attentats de Paris. Il était comme un mois, sorti même pas, je sais combien de temps, pas si longtemps après. Donc, c'est vrai qu'ils recoupent quand même assez vite les données. Mais là, je pense que c'est plutôt destiné à des universitaires. Je sais pas qui regarde ça. C'est bien, on a fait que des vidéos de djihadistes, donc forcément, vous imaginez le contenu, quoi. Et après, sur les coupures d'internet, là, c'est vraiment des types qui s'intéressent vraiment à la structure d'internet. Et ils ne pensent pas du tout à l'aspect politique. Bon, vu que l'aspect politique, c'est un des aspects qui coupe énormément l'internet à plein d'endroits. Il y a des choses marrantes que dans la série, là, il n'y a pas. Mais par exemple, il y a vraiment une sorte de créativité par rapport aux coupures d'internet. Genre, par exemple, on prend au Gabon. Ali Bongo, il a inventé le couvre-feu numérique, c'est-à-dire que tous les soirs, voilà, le graphique, il n'arrête pas de sauter. Donc là, vous voyez sur la petite tablette, ça fait des petits monticules de fibres de lin qui ont été enlevés. Du coup, ça crée quelque chose d'assez étrange. Mais du coup, là, parce que tous les jours, tous les soirs, l'internet est juste préservé pour les administrations et le commerce la journée. Et le soir, personne ne peut utiliser internet pour limiter à fond tout ce qui est contestation et développement de la politique, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, je crois. Est-ce que vous avez envie de... Moi j'ai un truc à dire par rapport au travail d'Amélie. Parce que sur le travail d'Amélie, c'est marrant parce que tu parles énormément du coup moi, tu dis pas mal que c'est pour simplifier, pour te rendre des choses plus simples que tu utilises du coup l'ordinateur. Mais en même temps, moi j'ai fait quand même pas mal de peinture à l'huile. En même temps, tu me demanderais de peindre ça, je trouverais ça extrêmement complexe à faire. Du coup, c'est assez marrant comment tu t'en parles d'une manière où du coup l'outil va te permettre de simplifier. En même temps, quand moi je vois le résultat final, j'aurais faire ça. Moi, ce serait vraiment extrêmement complexe à faire. Moi, techniquement, déjà, c'est quasiment aucun reproche, quoi. C'est vrai que c'est extrêmement bien fait. C'est marrant comment tu perds le seul outil, comment il simplifie les choses, et en même temps derrière, comment ça donne quand même un rendu qu'on ne va pas obtenir comme ça si facilement, quoi. Non. C'est ça. C'est ça qui est cool, du coup. En plus, parce que du coup, une petite opération, moi j'ai l'impression que ça me simplifie la vie parce que je fais une opération, ça me prend 2 secondes, et après, moi, pour peindre le dégradé transparent avec des filtres, j'en ai pour une bonne semaine derrière. Et du coup, c'est cette réflexion avec ces outils rapides et super simples, quand on commence un peu pour après réfléchir et avoir ce temps de penser la peinture. Parce que du coup j'utilise l'ordinateur, j'enlève tout après, je fais une sortie A3 jet d'encre moyenne,
Et j'enlève les écrans, la lumière interne de qui vient de l'intérieur de l'ordinateur, j'enlève tout ça pour avoir juste une esquisse en fait, comme si j'avais à côté. Et là, tout ce qui est cool dans la peinture arrive, que ce soit les couleurs, la composition. C'est ça. Non, après, ça reste. Un travail de peintre. Oui, mais. Par contre, le fait de créer ces formes et ces pochoirs, ça me permet d'avoir une réflexion sur le geste et comment la peinture réagit avec la lumière, ou ce que nous, après la surface de la toile, comment on est confronté à ça. Ça m'aide aussi. Mais sinon, non, moi, voilà, c'est pour ça à chaque fois on se dit oh là là, le numérique, l'ordinateur, c'est compliqué, les logiciels. Ouais, c'est un peu l'inverse. Et après, je me prends la tête sur pas avoir d'embus, avoir une matité, quelque chose de culinaire assez beau sur l'ensemble de la toile. Voilà, c'est vraiment important pour moi, savoir comment la lumière tombe dessus, s'il y a une brillance et que l'œil est attrapé. Voilà, tout ça, je trouve ça très beau. Je fais d'autres, mais moi j'avais envie. C'est pas que du coup la surface de la toile devient un écran. Enfin, je suis face à un mur et je le construis comme ça, avec je sais pas, après un travail de peintre et de couleurs très intuitif. Non, t'as pas une fascination, tu cherches pas à reproduire l'image de l'ordinateur, mais l'ordinateur et ses outils, ça te fait gagner du temps pour aller à l'essentiel de ton travail de peinture. Ça te fait gagner des étapes. Ouais, c'est ça, ce que tu dis. Et parce que en fait, j'ai juste trouvé des solutions. J'ai l'impression des problèmes que j'avais dans le dessin, des problèmes que j'avais dans, je sais pas, je tiens mon pinceau comme ça, du coup il faut que je commence en haut à droite pour finir en bas à gauche. Donc j'ai trouvé j'avais pas cette facilité, j'ai trouvé qui m'ont permis d'aller. Ouais, et surtout de pouvoir dire les choses de manière plus directe. J'ai l'impression dans les choix que je faisais de ce que j'avais envie de montrer dans ces décors et ces paysages artificiels de papier peint Côte d'Azur. Enfin, je sais pas. Moi, puisqu'on parle de peinture, j'avais une question sur la couleur, parce que vous avez pas mal abordé la forme et la fabrique de la composition. La couleur, j'en vois pas, je vois la toile de Limbrut chez Jean-Benoît, j'en vois beaucoup très vif chez Amélie et chez Régine, je vois plutôt du noir et blanc et du gris chez Philippe. Quel est votre rapport et votre choix à la de couleurs pour ces images-là, pour vos œuvres? En fait, il est extrêmement difficile d'être, quand on fait des peintures, de reproduire l'effet des couleurs qu'il y a sur l'écran. Parce qu'il y a toute une question, déjà, parce que la lumière de l'écran, c'est la lumière derrière, et sur une peinture, c'est la lumière qui tombe sur les tableaux qui fait en fait les couleurs. Et il y a des couleurs qui sont extrêmement appétissantes et magnifiques sur l'écran. Et quand on est devant la toile, on n'arrive pas à trouver ces couleurs-là, évidemment. Mais c'est toute une question, en fait, des contrastes ou des rapports d'une couleur à une autre. Parce que après, c'est pas si grave si la couleur, ça ne correspond pas vraiment à cette couleur à l'écran. Mais il faut que les rapports soient bons. Et tout ça, en fait, c'est assez... c'est quelque chose qui est très cuisinant, mais qui porte les peintures et qui porte en fait cet intérêt qu'on peut avoir. En tout cas pour moi, c'est comme ça quand ça m'intéresse. Oh là là. Quand ça m'intéresse, en fait, les images, c'est parce que j'étais au départ à la recherche des images ou des couleurs ou des effets qui sont nouveaux et que je trouvais extrêmement intéressants pour reproduire, tout comme des formes qui puissent produire les outils numériques. Quand je suis avec un pinceau dans Illustrator ou avec un tampon, ça fait en fait des lignes avec un bout arrondi. Après, avec la gomme, ça fait des choses qui sont coupées des dents, comme mordu des dents. Ce qui fait qu'après, en peinture, j'ai commencé à chercher des effets comme ça, comme si c'était... mais je voulais être en fait moi-même, cette machine qui fait ces genres de choses. Donc c'est entrer vraiment dans ça. Ouais, à un point que parfois je peins et je pense Pomme Z pour remercier en fait, ça tu connais ça aussi, j'imagine. Voilà, j'avais... Noir et blanc. Ouais, et bah oui, Noir et blanc, c'était pas...
C'est vrai que vu du haut, ces villes sont un petit peu noires et blanches, enfin elles ne sont pas très colorées. Donc c'était peut-être une raison, enfin c'est un travail un peu ancien, mais je pense que c'était une des raisons qui m'avait poussé à travailler sur une gamme très courte comme ça, mais c'est peut-être aussi pour amplifier la dureté du sujet, que j'avais mis du noir, du blanc, enfin des couleurs, très peu de couleurs. Après, moi j'utilise la couleur en fonction du sujet aussi. Hein. Si je fais un paysage, si je peins un paysage vu d'un train, par la fenêtre d'un train, le printemps, il y a des jaunes colza qui sont extraordinaires, donc je vais vraiment utiliser ce jaune le plus vif, chercher ce jaune le plus vif pour parler du sentiment que j'ai eu en traversant évidemment les paysages. Et puis ça dépend de chaque sujet. Non. Moi je m'adapte. C'est la différence dans vos séries, c'est que c'est fonction du sujet. Chez Jean Benoît, la couleur, il n'y en a pas trop, rarement. Oui, il n'y a pas d'idée de couleur. Et par contre, je suis ravi de voir des artistes du coup, qui utilisent la couleur pour combler du coup ce manque. Parce que c'est vrai que dans l'idée, je n'ai plus aucune raison de m'intéresser à ce sujet-là. Ni même à l'image. Enfin, Ouais. parce que tu as éradiqué l'image. Ouais, l'image non plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, je suis content qu'il y en ait d'autres qui poursuivent le travail de Claire. J'ai encore pas vu les œuvres, donc je vais découvrir ça dans les prochains jours. J'ai très, très envie de les découvrir. J'ai bien aimé le propos des tenues. Vous avez dit, je ne me trompe pas, l'ordi c'est comme mon atelier. Et ça me convient bien parce que moi je regarde, je ne suis pas artiste, je regarde, j'essaie de trouver de la beauté dans ce que vous faites. Et après je me dis, mais peu importe par où sont passés les artistes pour créer. Parce que ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a des choses très différentes dans vos travaux. Vous en servez comme d'un atelier. Et moi j'aime bien les ateliers, parce que dans l'atelier, des fois, on arrive à déceler le profond du créateur. Et monsieur, quand vous dites que vous faites apparaître l'absence, les choses non dites, on n'est pas dans le même sujet, on n'est pas dans la peinture, on est dans une œuvre. Donc, obsolescence déprogrammée, pour moi, il n'y a pas obsolescence déprogrammée, il y a une nouvelle forme de création avec des outils. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, quand je vais au restaurant, il y a des restaurants que je fuis, il y a des restaurants que j'aime bien aller, mais je ne cherche pas à aller voir comment le cuisinier a fait, quels sont les outils qu'il exploite, et c'est comment aujourd'hui l'artiste, parce que c'est l'artiste, se sert de la palette d'outillage intellectuel à disposition pour créer de l'émotion pour les voyeurs ou les regardeurs. Sur la question du titre, vous avez raison, peinture obsolescence déprogrammée, c'est sûrement pas une cause que je porte au sens où en fait c'est une réponse. Ce titre est une réponse à des critiques et à une théorie. Voilà, c'est une réponse à des théoriciens, à un groupe de théoriciens qui régulièrement plaquent sur l'idée de peinture le terme d'obsolescence. Quand on lit l'historiographie, voilà, pour ne pas les citer, hein, ça commence, dans l'histoire de l'art moderniste, le groupe d'October a beaucoup utilisé le terme d'obsolescence pour la peinture. Donc c'est une forme de réponse avec le jeu de mots que vous entendez tous, et Régine l'a retourné en disant moi c'est les outils qui marchent plus, tant mieux. Et vous verrez dans l'expo le PEC, l'œuvre de Nam June Paik, elle est aussi confrontée à cette question de l'obsolescence par rapport à la télévision, enfin à l'écran qui est utilisé. Donc c'est au second degré, enfin en tout cas évidemment qu'il n'y a pas d'obsolescence et que c'est pas une démonstration à faire. Moi j'y ai jamais cru à cette position, elle me semble... elle s'annule presque toute seule. Mais puisque c'est quand même une rengaine qu'on nous sert régulièrement, c'était une façon, entre guillemets, d'y répondre et d'y répondre en disant non seulement ça n'existe pas, mais avec ce qui est censé être le bourreau de la peinture, ça se rejoue et ça se relance. Voilà, c'est comme ça. Vous avez raison, il y a peut-être une ambiguïté, en tout cas pour moi c'était conçu comme une forme de réponse. Oui, pour moi. Non, mais du coup ça montre toute la vitalité de la peinture. Et pour moi, tout ça, c'est pour faire de la bonne vieille peinture à l'huile. Même si maintenant, c'est chouette, j'utilise des pistolets peinture avec des compresseurs.
un peu de la peinture comme ça. Mais non, au contraire. Et là, du coup, vous allez pouvoir, dans le tréfonds de mon atelier, sur mon bureau, complètement bordélique, il y a plein de dossiers. Et après, l'atelier, c'est juste le moment où, où le faire se passe sans trop de références et de choses comme ça. Voilà, mais au contraire, on est content de faire de la peinture. Aujourd'hui. Oui, je voulais juste d'abord vous remercier de nous faire connaître une nouvelle génération d'artistes. Mais ce que je vous posais une question à vous en tant qu'historienne. Quel distinguo vous faites entre les artistes contemporains qui utilisent les techniques numériques, on va dire, et finalement les générations d'avant, qui remontent à 70 ans, qui utilisaient aussi le numérique ou l'ordinateur. Je pense notamment aux pop artistes, à Ed Ruscha, à Lichtenstein, à tous ces équipes-là qui utilisaient déjà des ordinateurs qui n'avaient pas la perfection de ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, vous, en tant qu'historienne, quelle différence faites-vous entre cette partie-là de l'art moderne, on va dire, et, disons, l'art contemporain d'aujourd'hui? Et j'avais une double question, c'était aussi, est-ce que c'est pas un peu dangereux d'aborder la question de peinture au travers la technologie, la technique, puisque dans l'histoire, il y a eu des mauvais exemples à trop développer cette question purement technique. Et en fait, on s'intéresse, comme disait le monsieur, à l'instant, quand on va au restaurant, on n'a pas forcément besoin de savoir comment c'est fait. Vous pensez à quoi, vos mauvais exemples de l'histoire? Ben, je pense que, enfin bon, l'exemple le plus évident, c'est Support Surface, où... il n'y a peut-être pas de consensus autour de ça, mais mais je sais il bien que vous puissiez... y en a d'autres, on peut échanger là-dessus, mais c'est toujours un petit peu curieux d'aborder des groupes de personnes au travers la technique. Okay. Oui, d'accord, je vais y répondre. C'est que là aussi, s'il y a un malentendu, il faut le lever tout de suite. Je ne suis pas du tout obnubilée par la question technique. Et je pense vraiment que ce renouvellement, cette réinvention du pictural d'ailleurs, du pictural plus que de la peinture, ça m'intéresse plus qu'au sens strictement technique, étroit, etc., borné. Cette réinvention, elle n'est pas du tout que sous un angle technique. Il se trouve que effectivement, il y a des outils, il y a des ressources, il y a des données, mais il y a toute une réinvention. On en a parlé du regard, du sujet, du point de vue, d'une prise de position critique, politique. Ça m'intéresse au moins autant que la partie technique. Juste une chose, c'est vrai qu'on a... D'abord, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris déjà beaucoup de choses. C'est pas fini. Non, mais c'est vrai qu'on a peu parlé de contenu. Vous voyez ce que je veux dire? On a peu parlé de contenu. Je répondrai à... Je crois que c'est peut-être pas bien choisi de parler des techniques, enfin la technique numérique, que c'est beaucoup plus une question des pratiques. Et la pratique, elle est essentielle en fait quand on est, en tout cas pour moi. C'est la pratique, elle reflète en quelque sorte la manière comment je regarde le monde et comment je approche un sujet, comment je réfléchis, comment je fais exister quelque chose. Et je pense qu'on parle plus pratique et pas technique en fait. C'est en fait la manière comment on collectionne les images, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on les traite. Pour moi, c'est un moyen aussi de raconter des histoires, de développer... un personnage, en fait, j'ai donné vie en fait à des figures dessinées. Donc c'est en fait ça. Donc je voulais juste dire que c'est pas la technique, on parle pas de technique en fait. Alors l'autre truc sur l'aspect technique, j'entends, vous avez tous les deux filé la même métaphore culinaire. N'empêche que l'appétit pour l'atelier, là on revient d'un week-end en atelier, quand on pouvait pas aller dans l'atelier parce que c'était trop petit et tout ça et qu'on était à la galerie. Toute petite déception quand même des gens qui adorent aller voir où c'est fait, comment c'est fait, le cadre, le contexte, les outils, s'il y a des pots de peinture qui traînent, c'est quand même bien, enfin tout ça. Peut-être c'est anecdotique, mais en tout cas il reste quand même, enfin ce mythe-là, il a la peau un petit peu dure.
Et il intéresse, alors peut-être qu'il n'intéresse pas tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, mais j'ai quand même l'impression que ces histoires de fabrication, d'élaboration, de contexte d'élaboration et d'outils de production, ça continue de susciter un petit intérêt. Ça, c'est pour la deuxième question, puisqu'on a pris à revers. Sur la question qui m'était plus directement adressée, mais je la partage volontiers, parce que vous volez à mon secours, j'adore. J'aimerais rien demander, on ne connaissait pas les questions avant et tout ça. Sur la question historique, si je fais une différence entre l'utilisation de l'ordinateur ou des machines ou des ancêtres, en fait, entre les générations, c'est pas au pop artiste que je pensais plus particulièrement. C'est vraiment au tout premier précurseur, notamment de l'art cinétique, enfin des débuts, voilà, de l'époque où en fait les gros ordis c'était une salle entière, c'était réservé aux scientifiques, c'était pas accessible pour tous. Vous dire quand même, vous préciser que dans cette dimension précurseur, elle est importante. J'en ai pas parlé au début parce que comme c'est la première expo d'un cycle et d'une introduction, moi j'étais sensible à l'idée qu'on allait progressivement aller de l'analogique au numérique. Donc vous verrez que dans chaque salle, il y a des précurseurs qui sont distribués dans les 3 espaces avec des questions qui concernent parfois la télévision et parfois l'ordinateur. Et donc les précurseurs dont vous parlez, il y a 3 générations d'artistes qui sont présentés dans l'exposition. Donc il y a aussi toute une évolution qu'on peut deviner, même si ce n'est pas tout à fait le propos, on la devine en creux. Ce qui m'est apparu dans la première génération d'artistes qui s'en saisissaient. Alors, dans l'exposition, ça va être Molnar, Mort, Kawano, principalement. Enfin, c'est à ceux-là que je pense, mais il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Au début, c'était une délégation complète du faire à l'ordinateur, c'est-à-dire par un effet de programme informatique, de codage. Et puis Mort, c'était le traceur, en fait, qui dessinait comme une partition musicale et qui produisait, donc il y a une part d'aléatoire, une part à la fois de contenu de maîtriser dans le programme et puis une part d'aléatoire et de délégation. Ce qui m'est apparu après coup, je ne l'avais pas en tête, c'est un contraste entre l'uniformité esthétique, stylistique de cette première génération. En fait, quand on regarde les pièces de ces années 50-60, il y a une esthétique très géométrique, abstraite géométrique, avec, si on reparle des questions de couleur, beaucoup de noir et blanc. Ça, c'est vraiment très très net. Si je dois faire un contraste entre les deux, de cette première génération, c'est ça. C'est une esthétique d'abstraction noir et blanc, très géométrique. Et dans les générations qui suivent, alors là, c'est une diversité étourdissante de pistes, de recherches, conceptuelles ou pas, figuratives. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Et c'est là où on avait beaucoup appris, parce que vous l'avez compris, en fait, c'est un état des lieux du travail et de la recherche en cours. Donc je ne prétends pas, enfin, c'est une recherche qui continue de se développer, qui n'est pas du tout arrêtée, et ce sont des pistes. Ce qu'on avait compris des colloques qui avaient précédé l'exposition, c'est qu'au début, on avait maladroitement, je ne vois pas pourquoi je mettrais au pluriel, j'avais maladroitement intitulé je sais plus, esthétique numérique, je crois. Et en fait, on a fait le constat rapidement, après les échanges, qu'il n'y avait pas aujourd'hui une esthétique numérique. C'est un tout petit peu malheureux de faire ça comme ça. En fait, ne se dégage pas une esthétique numérique. Et c'est peut-être la différence que je fais avec la première génération, c'est qu'il me semble évident qu'il y a une esthétique dominante et assez unique au début. Et puis qu'après, ça va vraiment dans plein de pistes et de recherches différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est ce qui m'a frappé en travaillant avec plusieurs générations. Je ne sais pas si vous voulez compléter ma réponse. Au début, il y a des machines, enfin, l'ordinateur est réservé à quelques personnes. Maintenant, tout le monde a un ordi, tout le monde a un téléphone, tout le monde communique avec Internet. Enfin, donc, c'est une chose très populaire et c'est normal. Voilà. Je crois que c'est ça la différence. Ouais, aussi. On s'arrête là, si vous êtes d'accord. Peut-être que vous avez envie d'aller voir les heures. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à tous. Et voilà,